Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Donald Trump a changé d'idée. C'est pas son genre. C'est pas son genre. Avance, recule, avance, recule. Donc, les tarifs, croyez-le ou non, sont largement suspendus. La veille, c'était sur l'automobile, mais là, c'est sur tous les biens qui sont couverts par l'entente de libre-échange. Un sursis jusqu'au 2 avril prochain. Et là, on avait hâte de voir un peu la réaction des marchés boursiers parce que depuis le début de la semaine, lorsque Trump, par exemple, reculait sur une décision, ça avait un impact immédiat, Mario, sur les marchés. Un impact positif. Réglons une chose. Wall Street considère que les tarifs, c'est mauvais, c'est récessionniste, ça fait reculer l'économie, ça crée de l'inflation. Wall Street veut pas de tarifs. Fait qu'en gros, plus il y avait de la probabilité de tarifs, plus Wall Street baissait, puis plus il les annulait, mais le plus hier. C'est pas ce qui est arrivé. Ça n'a pas remonté. Moi, je pense qu'on est rendu dans les marchés financiers. On ne juge plus le résultat des actions, on juge le gars, là. Je pense qu'ils sont rendus à se dire, OK, mais je pense qu'on a à Maison-Blanche quelqu'un qui sait pas ce qu'il fait, là. La semaine, elle se peut pas, Alexandre. La semaine, on n'a jamais vu ça, là. T'écoutes, d'abord, implanter des tarifs, c'est comme si tu lances une guerre commerciale avec tes deux plus gros alliés, tes deux pays voisins, deux pays avec des économies intégrées, là, où tu achètes leur pétrole, tu produis des autos en commun. Hier, Louis-Philippe Dubé, à l'émission ici, nous expliquait, je me souviens plus quel modèle de véhicule, là, le plus gros est fait au Canada, le moteur vient du Mexique, puis l'assemblage final est fait aux États-Unis. Alors, si tu mets des tarifs dans un contexte comme ça, comment tu peux les mettre, les enlever le lendemain, enlever une partie le lendemain, le reste le surlendemain? Je veux dire, à un moment donné, faut que tu te branches. Si tu prends une décision aussi grave, faut que tu l'assumes. Fait que ça a été... Moi, je trouve que pour Donald Trump, c'était une semaine catastrophique. Et là, pour revenir sur les marchés boursiers, ce qui a été, je pense, l'effet psychologique hier, c'est que là, ils sont repassés en bas du jour de son arrivée. Donc, présentement, la bourse américaine, les grands indices, les 3 grands indices, sont en bas du 5 novembre. Alors que lui avait promis... il l'a dit encore cette semaine dans son discours à la Nation, là, une période... Là, l'âge d'or des États-Unis, une des plus belles, des plus grandes périodes économiques de l'histoire. Et là, les gens qui suivent vraiment l'économie sont plus en train de se dire, c'est une risée, là. Tu comprends, il y a un gars à Maison-Blanche, il sait pas ce qu'il fait, il fait une chose, il a défait, il fait une chose de son contraire, il est en train de nous créer des ennemis partout. Je pense que c'est plus de l'inquiétude sur la compétence du type que vraiment, on n'est même plus à analyser qu'une loupe ses décisions une à une, là. Et d'ailleurs, le Canada n'a pas retiré sa première vague de tarifs en réponse à la décision de Trump. Mais le Canada se tient debout, hein? Absolument, Bravo. oui. Tout à fait. Puis ce que le Canada a fait, c'est que la deuxième vague de tarifs, là, celle de 125 milliards qui devait entrer en vigueur 21 jours après la première. Ça, on reporte ça. On reporte ça au 2 avril, voir un peu ce que le président Trump va faire. Tu parlais de la bourse. On lui a posé la question. La question lui a été posée hier en disant, regardez-vous ça, la bourse, Monsieur le Président, ce sera suivi de la réaction de la ministre des Affaires étrangères, oui, Mélanie Joly. You've been influenced in those decisions because of the market reaction? Well, there are no delays at all. No, nothing to do with the market. I'm not even looking at the market because long term, the United States will be very strong with what's happening here. It's just a modification short term because I didn't want to hurt the American. It would have hurt the American car companies if I did that. Puisqu'on ne veut pas vivre ce drame à chaque 30 jours, on a décidé de maintenir la pression sur les Américains et on a décidé de faire en sorte de maintenir nos contre-tarifs de 30 milliards de dollars. Bon. Trump, il regarde pas ça, les marchés financiers. Non, ça a l'air. Moi, quand j'ai entendu ça, j'ai ri. Si lui, il regarde pas les marchés financiers, d'après moi, Dave Morissette ne regarde pas le hockey. Là. Bon, il reste que la chose de tout ça, de toute cette folie, la chose quand même un peu inquiétante pour le Canada, c'est que là, ça nous met encore un couteau sur la gorge, ça reporte tout ça au 2 avril. Et le 2 avril, là, on n'aura plus vraiment de gouvernement, là. Le 2 avril, on va être en campagne. À moins d'une surprise énorme, le 2 avril, le Canada va être en campagne électorale, en plein milieu d'une campagne électorale. Parce que tout le monde pense que, mettons, M. Carney, visiblement, à moins que ce soit Mme Freeland, une surprise des membres libéraux, M. Carney est élu dimanche soir. Durant la semaine, il va faire la transition des pouvoirs. Avec Justin Trudeau, va se faire assermenter, va devenir officiellement le premier ministre, parce que dimanche soir, il devient juste chef du Parti libéral. Devenir premier ministre, il faut que tu sois assermenté comme premier ministre, là, ça va prendre quelques jours. Mais là,
dans les jours suivants, il fera pas la rentrée parlementaire du 24 mars. Là. Il va probablement déclencher une élection avant. Ce qui veut dire que le 2 avril, on va arriver dans une date critique où Donald Trump, là c'est l'ensemble de sa politique tarifaire, parce que là, il va avoir le rapport de son comité, son enquête sur la politique commerciale des États-Unis. Et à ce moment-là, le Canada va être en campagne électorale. Donc, il va avoir un gouvernement libéral, parce qu'on ne vit jamais sans gouvernement. Il va être encore là, en théorie, mais un gouvernement qui va être en campagne électorale. Ah ben non, fake news. Justin Trudeau s'accroche au pouvoir. Ah ben oui, c'est... Selon c'est le niaiseux. Non, mais de toutes les conneries de Donald Trump, ça, c'est plus niaiseux que toute cette histoire-là, que là, Justin Trudeau part pas, puis s'accroche au pouvoir. Justin Trudeau, il a démissionné le 6 janvier. Puis là, ce qu'il essaie... Mais tu sais que les fake news de Donald Trump sont tellement fortes. Moi, il y a des gens qui m'écrivaient ça hier, là, de nos auditeurs, là, qui m'écrivaient ça hier. Ben oui, là, Trudeau, il va s'accrocher au pouvoir. Il partira pas dimanche. Il fallait qu'on s'informe? Oui. On a, au 187 Cube Radio, on nous a dit ça. C'est vrai, il y en a un qui nous a écrit Informez-vous. Ici. Informez-vous. Ouais. Il n'y a jamais personne qui a pensé que Justin Trudeau allait partir dimanche. Dimanche, on élit un nouveau chef libéral. On vit dans un pays avec des institutions. Il faut que le nouveau premier ministre soit assermenté à titre de premier ministre. Normalement, il faut qu'il y ait les briefings de sécurité, les codes de sécurité avant. Probablement qu'il va se faire assermenter dans une cérémonie où il va assermenter, lui, en même temps, son conseil des ministres, son cabinet. Fait qu'il faut qu'il y ait... Les scénarios, on nous dit que ça pourrait être aussi rapide que mercredi, ce qui serait le plus vite de tous les temps. Là. C'est-à-dire que tu t'obtiens les codes de sécurité, tu formes ton cabinet en 2 jours, lundi, mardi. Fait qu'on est loin de s'accrocher au pouvoir, juste pour être sûr. Non, M. Trudeau sera plus là. Au plus tard, ça pourrait aller dans l'autre semaine là, si Mark Carney se donne quelques jours de plus. Mais non, il n'y a pas de Justin Trudeau qui s'accroche au pouvoir. Mais comment des faussetés comme ça? Puis si Trump les dit, tu dis, il y a des gens, là, peu importe ce que Trump dit, il le répète. Surtout qu'eux autres sont pas au courant nécessairement des politiques canadiennes, les Américains. Puis peut-être mais Trump devrait être au courant quand même. Mais peut-être qu'il fait exprès pour dire, regardez, j'ai fait peur à Justin, il est parti. C'est ça. On s'est posé la question, hier, on se posait la question à la gang à TVA, LCN. Est-ce qu'il pourrait essayer de prendre le crédit pour ça? Non, mais pas au Canada. Au Canada, personne ne va croire ça. J'ai fait démissionner. Mais auprès des Américains qui ne comprennent pas le système canadien, essayer d'obtenir... C'est moi qui ai poussé Justin Trudeau à la porte. Il n'y a rien d'impossible. Je peux pas croire. Bon, au Canada qui se tient debout puis qui lâche pas le morceau, c'est le premier ministre de l'Ontario, M. Ford. Ouais, et il a encore une fois fait une déclaration fracassante sur les réseaux américains hier, annonçant qu'à partir de lundi, Ford va imposer une surtaxe de 25% sur les exportations ontariennes d'électricité. Ça va toucher 3 États. L'État de New York, le Minnesota et le Michigan. Minnesota-Michigan, donc ça, c'est vraiment là, des États très importants dans cette décision-là. Au Minnesota, il fait froid. Il fait fret quand même en mars. Et bon, Michigan étant industriel, on sait de la Rust Belt, donc de la ceinture de rouille, très, très, très industrielle, l'industrie de l'automobile, etc. Alors, ce geste-là, il est important. Ça touche 1,5 million de clients quand même. Et Ford, qui s'est autoproclamé, on sait, Capitaine Canada, avec sa casquette, le Canada n'est pas à vendre, est probablement celui qui accentue le plus la pression sur les Américains. Et qui est compliqué à contrer pour Trump parce qu'il peut pas le mettre comme un woke, tu sais, le ficeler, comme il aime en théorie, c'est quasiment quelqu'un qui devrait être de sa gang, là, tu sais, qui aux États-Unis serait davantage un républicain, qui est un conservateur au Canada. Fait que il fesse vraiment sur le museau de Trump. Et visiblement, dans les médias américains, moi, quand on a su que le secrétaire au commerce l'avait appelé personnellement sur son cell, le premier ministre d'une le gouvernement fédéral américain s'est jamais occupé des provinces au Canada. Là, pour eux autres, une province, c'est un village. Non, mais pour qu'on appelle le premier ministre d'une province pour dire « Calme-toi, tais-toi, prends ton trou », c'est parce qu'il dérange. C'est parce que vraiment, il fatigue aux États-Unis. Grand rassemblement demain de manifestants contre le président Trump. Ça se passe ici au Québec. Anti-Trump, anti-Musk. Au total, il y aura 14 mobilisations prévues, tant en Ontario qu'au Québec. Et c'est l'organisme Mères au front qui a lancé cet appel à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, qui est donc le 8 mars. Alors, des rassemblements devant les consulats américains, tant à Québec qu'à Montréal. Il y en aura un aussi au poste frontalier de la route 237 en Estrie. Alors, c'est demain en avant-midi. On veut envoyer là, vraiment un message clair. Oui, mais je veux pas être plate. Une manifestation au Canada, je pense...
quand on regarde tout ce qui dérange pas Donald Trump et qui s'en fout, là, je pense pas que ça va avoir un impact. Je pense qu'on se fait du bien entre nous en exprimant un point de vue. Pas certain que ça va infléchir ce qui se passe. J'ai hâte de voir la mobilisation. À l'autre. J'ai hâte de voir le nombre de gens. Ouais, est-ce que ça va aller dans amener la grogne actuelle? Ça se pourrait que ça amène beaucoup de monde quand même, effectivement. Bon, c'est comme fini la course au Parti libéral du Canada. Il reste 48 heures aux membres pour voter. Oui, et hier, il y avait un rassemblement de Mark Carney à Montréal. 1000 personnes environ ont assisté à ce rassemblement-là. Mark Carney, lui, qui s'est positionné, a continué de se positionner comme étant la meilleure personne pour tenir tête à Donald Trump, est revenu sur son expérience. En temps de crise aussi, et parmi les déclarations qu'il a faites, il disait quelque chose comme moi, la vie m'a préparé pour ce moment-là, en affrontant notamment des crises économiques, tant au Canada lorsqu'il était gouverneur de la banque, alors aussi de l'autre côté de l'Atlantique, la Banque d'Angleterre également dans le cadre du Brexit. C'est un peu le dernier grand rassemblement aussi pour envoyer un message clair. On sait que dans les sondages, M. Carney était largement en avance sur Chrystia Freeland. Quand on le positionnait aussi sur des sondages canadiens, lorsqu'on mettait Mark Carney dans l'équation, l'écart se resserrait. C'était pratiquement une course à deux avec les conservateurs. Or, dans les derniers jours, quand on regarde les chiffres, l'écart s'est un peu accentué. Les conservateurs ont repris une petite avance. Qu'est-ce que ça peut nous dire sur le résultat de dimanche? On le connaîtra d'ailleurs dimanche soir. LCN sera en émission spéciale d'ailleurs. Hein? Oui, absolument. Parce que... Oui, il y a le résultat. Bon, il n'y a peut-être pas un énorme suspense. Il a l'air d'être tellement en avance, M. Carney. Remarque, on a déjà vu des surprises dans des courses de ce genre-là où c'est pas le public qui vote, ce sont que les membres du Parti libéral. Mais ce qui est fou, c'est qu'à partir de dimanche soir, ça n'arrête plus jamais. Là. C'est comme si on pousse le premier domino, puis après ça, il va y avoir quelque chose tous les jours. Là. Le lendemain, M. Carney va avoir une étape dans sa prise du pouvoir, puis le lendemain, une autre étape, puis après ça, il va convoquer une date pour dire, là, je forme mon conseil des ministres, puis je vais être assermenté. Là, Justin Trudeau va faire son discours officiel de vrai départ, parce qu'il ne sera plus premier ministre. Mark Carney va le devenir. Est-ce qu'il va vouloir poser des gestes d'éclat? J'entends des gens dire, il va vouloir faire une rencontre des premiers ministres. Se positionner comme le rassembleur au Canada, donner des images fortes de lui. Parce que s'il est premier ministre 8 ou 9 jours ou 7 jours avant de déclencher les élections, il va vouloir que ces journées-là donnent des images fortes de lui. Puis après ça n'arrête plus. On part en campagne électorale, on réélit un gouvernement libéral ou on élit un gouvernement conservateur qui, là, va assermenter un nouveau conseil des ministres. Fait que c'est comme de dimanche soir, je te dirais jusqu'à la mi-mai, fin mai, ça déboule, là. Ça arrête jamais, puis ça va être probablement une période qui va redéfinir les prochaines années de la vie politique au Canada, qui va affronter Donald Trump pour le reste du mandat de Donald Trump à Washington. Donc c'est comme une période... C'est vraiment, on pousse dimanche soir sur le premier domino, puis on s'en va avec ça ensuite jusqu'à la fin du mois de mai. Le gouvernement Legault avait mis une espèce de... On appelle ça un cap, là, limite à 3% aux augmentations d'électricité. Sauf que la Régie de l'énergie, elle regarde les chiffres, elle regarde les faits, elle s'occupe pas de la politique. Non, et a annoncé une hausse de 3,6 des tarifs résidentiels d'Hydro-Québec à partir du 1er avril. Pourquoi on a fait ça? Comment on l'explique? Croissance de la demande et hausse croissante, de la demande et l'inflation aussi. Maintenant, il y a eu déjà des réactions très épidermiques, notamment François Legault, qui a dit que tant et aussi longtemps qu'il sera premier ministre, les tarifs résidentiels vont pas augmenter plus que de 3% par année, veut trouver une solution avec l'équipe gouvernementale et Hydro-Québec. Hydro-Québec va contester d'ailleurs cette décision-là et va porter la décision en appel. J'ai hâte d'entendre les partis d'opposition, parce que souvent, ils disent, il ne faut pas mettre de politique là-dedans. L'opposition réclame toujours des processus dépolitisés. Est-ce qu'un des partis d'opposition va dire, dans ce cas-ci, à Legault, enlève tes pattes de là, pas de politique là-dedans, c'est 3,6, c'est 3,6? J'ai hâte de voir. Ben oui. Parce qu'en théorie, c'est ça. On a créé une régie de l'énergie pour dire plus de politique dans les tarifs d'hydro. On regarde les faits, on regarde les chiffres. Fait que si c'est 3,6% d'augmentation, c'est parce que c'est ça que ça vaut l'électricité, c'est ça qu'il y a eu comme inflation. On paye 3,6, là. Mais j'ai l'impression que... Puis en plus, des partis politiques écologistes qui devraient souhaiter qu'on fasse attention à chaque kilowatt de notre électricité. Donc, faut pas faire de rabais. Si c'est précieux, l'énergie, puis qu'on est écologiste, puis on veut sauver la planète, faut que chaque kilowatt soit vendu à sa juste valeur. Est-ce qu'on va jouer la petite politique de toutes les 4 parties ensemble? C'est délicat comme positionnement. C'est délicat, hein? C'est très délicat comme positionnement. Je me fais pas d'amis ce matin, mais je m'en tiens aux faits. Et c'est tout un règlement pour les victimes du tabac.
Oui, et c'est un tribunal de l'Ontario qui l'a approuvé, ce règlement-là. On parle de 32,5 milliards. Et c'est un règlement donc, qui touche donc 3 grandes sociétés du tabac. On parle de GTI McDonald, Rothman et Benson Hedges, Imperial Tobacco également. Alors là, 32,5 milliards de dollars. Il y a une partie qui ira, entre autres, aux victimes du tabac. Une autre partie aussi pour les provinces, les territoires. Pour les systèmes de santé. On parle de 24 milliards aux provinces et aux territoires sur une vingtaine d'années. Il y a des victimes du tabac qui avaient contesté ça là, en disant que l'argent devrait être donné complètement aux citoyens, aux victimes. On les a soignés. Hey. Non, c'est ça. Il y a des gens qui avaient contesté ça. On ne devrait pas en donner aux provinces pour les systèmes de santé. C'est un petit peu. Là. Dans les dépenses réelles, je ne veux pas minimiser là, des familles qui ont souffert, mais dans les dépenses réelles causées par le tabac, il y a un méchant paquet qui a été assumé par nos systèmes de santé. Et chez nous, au Québec, pour les victimes et leur succession, on parle de 4 milliards de dollars. Réaction du ministre Simon Jolin-Barrette qui a écrit « Nous accueillons favorablement ce jugement et nous sommes satisfaits du dénouement. Notre priorité a toujours été d'obtenir la meilleure indemnisation possible pour les personnes, les victimes. Aujourd'hui, des milliers de familles québécoises peuvent enfin tourner la page. » C'était le lancement de l'album de Star Academy hier et en même temps le premier bain de foule pour les académiciens qui n'avaient pas encore eu de contact si direct avec leur nouveau public. Il y avait du monde. Tu nous as montré des photos avant de rentrer en ondes, de la file. C'était fou. Puis tu sais, hier, au Vieux-Port, ils vantaient. Là. Les gens attendaient dehors, en famille. C'était au Grand Quai du Vieux-Port de Montréal. C'était fou, la file. Je peux pas évaluer combien il y avait de monde, mais tu sais, c'est au moins 5000. Il y avait beaucoup de monde. C'est la première fois que les 14 académiciens se retrouvaient. Les délogés étaient là, revoyaient ceux qui sont encore dans l'aventure. Il y avait quelque chose de cute dans leur rencontre aussi. L'album, on l'entendait aussi, c'est 15 chansons qui ont été revues. C'est co-réalisé par Marc Dupré et Gauthier Marinoff. Donc, les plus grands succès des chansons québécoises, tous les cris, les SOS, Ficelle d'Ingrid Saint-Pierre, Plein de tendresse, Entre l'ombre et la lumière, Mourir demain. Donc, chaque candidat... Ils ne se sont pas donné ça facile. Je veux dire, tous les cris, les SOS, Entre l'ombre et la lumière de Marie-Carmen, c'est des grandes voix qui ont chanté ça jusqu'à maintenant. Ils se sont mis la barre... Ben, c'est parce que souvent, on souffre de la comparaison quand on s'attaque à des monuments comme ça. C'est un son qui est un petit peu plus jeune. Marc Dupré a voulu essayer de leur donner cette couleur-là. Les on entend le son de Marc Dupré? Oui, moi, je trouve qu'on entend très bien le son de Marc Dupré. Donc, c'est 15 chansons et chaque académicien a sa chanson parce qu'on se rappelle qu'en 2003, des fois, il y avait des duos. C'est pas tout le monde qui avait sa toune, comme on dit en bon québécois. Tout le monde a sa chanson. Bon. Et j'ai rencontré... Pas de chicane dans ma cabane. J'ai rencontré le public aussi hier pour savoir pourquoi il était là, pourquoi il avait accepté de faire de longues heures d'attente pour rencontrer les académiciens, pourquoi c'est important pour eux d'être là. Voici les réponses. Et j'adore Star Academy, surtout en particulier cette année quand j'ai su que Marc-Antoine allait y aller, parce que je l'aime de tout cœur. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. On pleure à tous les dimanches pour faire plaisir à nos enfants également. Ça donne du plaisir à regarder, ça donne la joie, ça donne la tristesse à certains moments. Encourager les talents d'ici. On a beaucoup de talents au Québec, il faut encourager notre monde. Cette année, je trouve que c'est une cohorte qui ont vraiment extrêmement de talent, mais c'est des beaux êtres humains. Je trouvais ça le fun de ramener la culture québécoise, la mettre à l'honneur. Pour moi, c'est important d'encourager la relève. Moi, je viens pour ma fille qui est visiblement très... Mais les gens ont des belles choses à dire quand même. Hein? Complètement. Puis il y en a plein, là, on les entend pas, mais qui disaient... québécoise, la relève. Ça revient, puis il y en a qui disaient, moi, je retrouve le Star Academy de 2003. T'sais, j'ai décroché, mais là, je rembarque, j'ai l'impression de revivre ça. J'écoutais ça quand j'étais enceinte de ma première. Là, je viens avec ma plus jeune. Il y a quelque chose qui se transmet avec la famille. C'est ce qui est ressorti pas mal hier. Ouais. Est-ce que Lara Fabian était sur place? Parce que là, on a fait grand cas cette semaine de son arrivée, la marraine des académiciens qui est arrivée sur place, les muffins, ces Garou étaient au rôle de porteur de croissant. Ben, là, les muffins ont été mangés. Elle était là sans ses muffins hier, Lara Fabian, qui va faire un medley de ses plus grandes rencontres de carrière. Elle, ce qu'elle voulait transmettre aux académiciens, c'est ce que les autres qu'elle a rencontrés au fil de sa vie lui ont amené comme artiste. C'est ce qu'elle voulait transmettre. On pourra entendre des nouvelles pièces de son plus récent album qui s'appelle Je suis là, donc Ta peine et Je t'ai cherché. Et elle explique un peu, elle m'a expliqué le sens de son album, puis c'est l'album où elle est le plus fière. Elle aime pas le mot fierté, mais elle dit c'est l'album où elle a le plus de gratitude. Qui sont en fait deux des chansons qui, je dirais, racontent assez bien, en général, l'essence de cet album, ce que j'ai voulu dire dans cet album.
l'œuvre du temps qui passe, la résilience, qu'est-ce qu'on fait de ce qui nous a fait mal, est-ce qu'on peut enfin le mettre au service de ce qui nous rend heureux plutôt que de continuer de le vivre comme une tragédie. L'album Je suis là, c'est vraiment ça, c'est mettre en lumière tout ce qu'il y a eu de plus beau au travers de ce qu'il y avait de très laid. Puis disait aux académiciens, quand il vous arrive quelque chose, il ne faut pas se demander pourquoi, il faut regarder comment on s'en sort. Donc, c'était le message qu'elle leur envoyait. Le Canadien a arraché un point. Oui, malgré un tout. point, et qui est très, très important dans la course aux séries, puis je vous explique pourquoi. Donc, une défaite de 3-2 en prolongation contre les Oilers à Edmonton. Quand même, début de Caulfield, son 31e, et Armia, son 11e de la saison. Et quand je vous dis... Le but d'Armia, là, un autre jeu signé Lane Hudson. Ah, ben oui. Un entrée à toute vitesse dans la zone, Quelle change saison, de direction, une passe sur la palette. Non, mais la passe, c'est qu'après tout ça, qui est déjà beau, c'est que la passe, c'est sa palette. Parce que pour que le but réussisse, le tir d'Armia est foudroyant, mais pour faire ce tir-là, faut que t'ailles la... Mais faut qu'elle arrive à... Tu sais, si t'es obligé de t'ajuster parce que la passe est en arrière de toi, en avant de toi, à côté de toi, tu marques pas. Non, et quand je vous dis que c'est quand même un point important, il y avait plusieurs équipes dans la course directe aux séries avec le Canadien qui étaient en action hier. Détroit a perdu 4-2 contre Utah. Les Blue Jackets de Columbus se sont fait blanchir contre les Panthers et les Bruins ont perdu 3-2 contre les Hurricanes. Fait que le Canadien a un point, mais c'est concurrent 0. Alors, c'est la seule équipe qui a progressé au classement. Le Canadien est 11e avec 66 points. Ottawa est 8e avec 67 points. Non, mais je regardais ce matin, c'est genre 67, 67, 66, 66, 65, 65, 64. C'est le suspense. Oui, c'est un suspense. En même temps, tu te dis... À chaque fois, ce qui me frappe, je me mets dans la peau des joueurs du Canadien. Là, on peut plus... Une série de défaites, là, c'est mortel. Mais pas une série de 10, une série de 3 défaites. C'est terrible. Là. Ouais. Alors là, aujourd'hui, 7 mars, date limite des transactions. Dans cette position-là, que va faire Kent Hughes? Est-ce qu'on va chercher du renfort? Moi, je pense qu'il y a 2 scénarios. Statu quo. Ou tu vas chercher du renfort. Parce que là, tu peux pas envoyer un message à tes gars en vendant, par exemple, un Savard, un Armia. Il y avait de l'intérêt ailleurs dans la Ligue, notamment avec les Jets, selon les rumeurs. Mais tu sais, tu t'envoies ces gars-là sous d'autres cieux. Ça envoie quel message à tes gars? Il y a toutes sortes de rumeurs. C'est intéressant. D'ailleurs, il y aura des émissions spéciales toute la journée. Les Oscars devraient s'inspirer du suspense on des riait matchs de ça tantôt. Quelqu'un vient de nous écrire. Là. Bonjour, Mario. Trudeau a déclaré qu'il ne quitterait pas dimanche, qu'il restait pour négocier avec Trump. Arrêtez, là. Arrêtez de dire ça. Ben oui, il quittera pas dimanche. Dimanche soir, en soirée, il va élire un nouveau chef libéral. Il sera pas premier ministre. Et le poste de premier ministre ne peut pas rester vacant dans notre système. Donc oui, Justin Trudeau va rester passer dimanche, c'est une évidence. Mais non, il va pas rester. Il va lundi matin, là, en se levant, là, lui et l'élu, là, mettons que c'est Mark Carney, ils vont se parler au téléphone puis ils vont fixer une date. C'est-tu 3 jours? C'est-tu 2 jours et demi? C'est-tu 4 jours pour la transition? Parce que non, dans notre système, mesdames et messieurs, le poste de premier ministre ne reste pas vacant. Il ne reste pas vacant. Fait que tant que le nouvel élu n'a pas fait ses codes de sécurité et n'a pas toutes les étapes pour être assermenté premier ministre, bien le premier ministre d'avant, il reste. Il sera plus là au mois de mai. Là. Vous l'aimez pas, M. Trudeau, je vous le dis, là. Il sera plus là au mois d'avril. Hey, si vous appelez-moi, on va gager 100$. On va gager 100$. On va gager 100$. Monte la cagnotte. Et là. Mais c'est reste que, tu sais, on rit du complotisme et des messages, mais les gens finissent par se faire. Puis là, quand Trump le répète, hey, là, c'est parti. Il y a des gens qui croient ça. Trudeau s'en ira pas. Et là.